Développer, le podcast qui poursuit les idées arrêtées. Bonjour, Antoine Mazingue, enseignant-chercheur en psychosociologie à l'ESCE, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui l'écrivain, auteur, romancier Omar Benlala. Bonjour Omar. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors Omar, vous êtes un personnage quand même au parcours étonnant, et c'est ce parcours qui nous amène un peu à vous interroger aujourd'hui, parce qu'il reflète bien un peu les tensions existentielles que connaissent les jeunes issus de l'immigration, un peu tiraillés entre deux cultures, la culture de leurs parents. Votre père est algérien, kabyle, a immigré en France en 1963 pour devenir maçon à Paris. Vous avez, passé votre jeunesse dans le quartier de Ménilmontant, dans le 20e. Vous êtes né à Paris. Et en 2015, vous avez sorti votre premier roman autobiographique qui s'appelle La Barbe, dans une collection prestigieuse, dirigée par Pierre Rosanvallon, professeur au Collège de France, et vous allez nous expliquer comment tout cela est arrivé. Mais un petit peu hasard du calendrier, votre texte est paru, je crois, une semaine avant le massacre de Charlie Hebdo. Et les médias se sont alors saisis de votre récit pour vous présenter un petit peu comme l'un des premiers barbus, entre guillemets, ou comme l'un des premiers repentis de l'islamisme. Alors, c'est une représentation assez erronée qui relève du cliché, et c'est justement un petit peu pour lutter contre les clichés, les stéréotypes, que vous avez produit une œuvre littéraire relativement foisonnante, dont nous allons essayer un petit peu dégrainer quelques pages au cours de cet entretien. Donc, à première question, je vous propose un petit peu de prendre un petit peu un ordre chronologique. 2015, vous publiez ce roman autobiographique, La Barbe, dans lequel vous racontez un petit peu l'itinéraire, pour ne pas dire l'errance, d'un jeune d'origine kabyle qui passe sa jeunesse dans le quartier de Ménilmontant et qui est vraiment dans une quête de sens, une quête d'identité. Et cette quête d'identité l'amène à se tourner un moment vers la religion et à connaître un peu des moments d'exaltation dont il va finir par sortir peu ou prou. Alors peut-être avant de retracer un peu les différentes étapes de ce parcours, Omar, je serais vraiment très honoré que vous puissiez lire un petit peu le premier paragraphe de La Barbe, qui me semble une excellente introduction un petit peu à notre propos. Je vous en prie. Avec plaisir. Du thé et des cacahuètes. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Celles qui mènent à la mosquée, beaucoup moins. Si nombre de prophètes et d'apôtres ont trouvé Dieu au détour d'héroïques chemins, mon itinéraire a été moins sinueux. Une station de métro a suffi à nous réunir. J'ai simplement accepté l'invitation d'un ami. Il y a du thé et des cacahuètes. A fini de me convaincre d'enfiler un short, des claquettes et ce t-shirt souvenir des coffee shops d'Amsterdam sur lequel un dog de cartoon indiquait ma férocité latente et mon appartenance à la secte des Hashisha. N'ayant jamais mis les pieds dans une mosquée, je ne savais pas ce que j'allais y trouver, mais parfaitement ce que je fuyais. Alors, suspense, comment êtes-vous arrivé à cette mosquée et qu'est-ce qui se passe par la suite? Racontez-nous un petit peu les étapes de ce récit qui est vraiment très, très intéressant. Alors déjà, merci de me donner l'occasion d'en parler. C'est vrai que ce que je raconte au début de La Barbe, c'est vraiment la genèse de ce récit et c'est, comme je le dis à la fin de ce chapitre, enfin de ce paragraphe, je ne sais pas ce que je vais trouver à la mosquée et donc dans la religion, mais je sais ce que je fuis. J'ai arrêté l'école, on va dire entre la troisième et les premières semaines du lycée professionnel. Donc j'avais commencé à décrocher dès la cinquième, donc assez jeune. Je me retrouve dans un quartier qui s'appelle le quartier de la Banane, qui est malheureusement connu aujourd'hui pour les problèmes de délinquance, de voyoucratie, voire de banditisme. Et je me retrouve là, donc assez jeune, assez désœuvré, à commencer à traîner, à faire des bêtises de plus en plus importantes. Et jusqu'à ce qu'à un moment, en fait, j'y passe le plus clair de mon temps. Aux grandes dames de mes parents. Il se trouve que je me retrouve incarcéré à l'âge de 18 ans, donc au centre de jeunes détenus de Fleury-Mérogis. Et cette étape-là devient vraiment c'est un peu un signal d'alarme pour moi. Et je me dis, il faut absolument que je fasse autre chose de ma vie que ce que je suis en train d'en faire. Mais quoi? Je n'en ai absolument aucune idée. Donc j'ai 18 ans, un petit peu plus. Donc je sors en fait de prison où j'ai passé 6 mois. Je continue de traîner dans le quartier en essayant de limiter un petit peu la casse, jusqu'à ce qu'un ami m'invite à la mosquée du quartier, et c'est là que démarre le livre.
Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette mosquée? Qu'est-ce qui vous y attire et qu'est-ce qui fait que vous allez avoir un tel engouement pour l'engagement auprès de cet ordre de prêcheurs qui se trouve dans cette mosquée? Absolument, donc je découvre un groupe de prêcheurs et la première des choses qui se passe, c'est que je me retrouve en fait sur la terrasse de la mosquée avec des gens en fait qui ne hurlent pas, qui parlent tranquillement, qui racontent des histoires et l'une d'elles fait la jeunesse de mon prénom. Donc je m'appelle Omar et on me raconte l'histoire de ce Omar qui était un personnage valeureux, un calife de l'islam et quelqu'un en fait qui gagne à être connu. Et à partir de cette histoire-là, d'une certaine manière, en fait, j'ai l'impression de retourner à l'école. Parce que je refais de l'histoire. Une fois de plus, j'insiste sur le ton de la voix. Parce que quand on est déscolarisé, qu'on traîne dans le quartier, qu'on fume une trentaine de joints par jour avec ses potes, dans mon cas, dans un local poubelle ou alors dans quelque chose qui ressemble un petit peu à ça, on perd énormément de vocabulaire, on perd énormément en fait de sérénité, on perd beaucoup de choses en fait qui permettent de grandir et de s'épanouir tranquillement. Et à la mosquée, en fait, en 1 heure, je retrouve en fait finalement tout ce qui me manque. Et étant un adolescent qui a envie justement de grandir et de devenir un adulte aussi épanoui que possible, je comprends assez rapidement que pour continuer à vivre ce que je viens de vivre pendant cette heure, il faut que je retourne dans cet endroit. Et c'est là que commence en fait, si je peux me permettre, mon épopée. Alors, qu'est-ce qui donc un lieu de socialisation, un lieu d'instruction? Quelle était un peu d'ailleurs votre connaissance de l'islam jusqu'alors? Alors je n'y connaissais pas grand-chose, je faisais le ramadan parfois, Oui. plus trop pendant mes dernières années, donc avant d'arriver à la mosquée, parce que je fumais beaucoup et je faisais des actes de délinquance en fait qui faisaient que c'était assez peu compatible avec une pratique en fait de la foi. Et je savais qu'il y avait 5 prières, je savais que mes parents étaient musulmans, mais j'en savais pas beaucoup plus. Et justement, l'une des choses qui m'intéresse, c'est de recommencer à apprendre. Je quitte l'école assez tôt et finalement c'est très compliqué quand on est jeune de ne plus avoir accès à l'instruction, accès aux livres, accès à des personnes en fait qui vous enseignent des choses. Et en arrivant à la mosquée, c'est aussi l'un des éléments qui me donne envie d'y retourner et de m'y inscrire, c'est que je redeviens un apprenti. Oui. Et alors, racontez-nous un peu votre parcours qui est quand même assez fou parce que vous allez vous retrouver en Inde, au Bangladesh, au Pakistan. Alors, comment un gamin de Ménilmuche se retrouve comme ça à l'autre bout du monde pour prêcher la parole? C'est ce que je trouve intéressant aussi dans ce mouvement, c'est que je rencontre un mouvement qui s'appelle le mouvement Tablir, donc c'est un mouvement de prêcheurs. Une fois de plus, je ne savais même pas que c'était possible et que ça existait. Quand je suis allé la première fois en Inde, donc je suis allé en Inde, au Pakistan et au Bangladesh, je ne savais même pas que ces pays existaient. Pratiquement pas. Et finalement, ce mouvement de prêcheurs, en fait, a des règles. Et les règles, en fait, sont assez simples, c'est-à-dire rester la journée à la mosquée autant que possible, en fait, pour parfaire son éducation religieuse et en même temps, en fait, apprendre à prêcher. Et donc, je commence à me laisser pousser la barbe, d'où le titre, à porter un turban, à porter, en fait, la tenue, aller de plus en plus à la mosquée. Et comme je le dis à la fin, en fait, de ce paragraphe, plus je vais à la mosquée, moins je reste dans le quartier. Enfin, même si la mosquée est dans le quartier, mais moins je reste en fait à faire des bêtises et à rester un petit peu dans la rue. Et à un moment, on me propose en fait de sortir, on appelle ça sur le chemin de Dieu, donc ce sont des sorties en fait religieuses, où je vais prêcher d'autres personnes, donc dans d'autres mosquées, au début en France, donc au début en Île-de-France, d'ailleurs pour être plus précis, pendant 40 jours. La deuxième sortie se fait dans le nord de la France. Je découvre mon pays par ce biais-là, donc dans la région de Lens, et je découvre en fait d'autres musulmans, d'autres personnes, d'autres jeunes. Et la troisième sortie au bout d'1 an, qui est un petit peu le grand voyage dont je parle dans le livre, c'est pendant 4 mois, donc au Pakistan, en Inde et au Bangladesh, pour rencontrer ceux qui sont à l'origine de ce mouvement. Alors, ce qui m'a frappé dans votre roman, c'est que vous dites quand même, vous êtes fait pousser la barbe pour masquer votre acné. C'est un détail, mais qui dit beaucoup de choses. Absolument. Et c'est d'ailleurs assez intéressant parce que, comme vous l'avez dit, le livre est sorti en janvier 2015, donc dans cette période horrible en fait qu'on a connue avec les attentats, qui a terminé aussi, enfin l'année s'est terminée par d'autres attentats encore. Donc j'ai été énormément invité par les médias, mais aussi par des sociologues, par des chercheurs. J'ai été invité par exemple au CNRS. Et à un moment, je leur explique en fait finalement que je me laisse pousser la barbe aussi parce que ça me permet de masquer mon acné. Je reste un ado. Je me fais pas mal charrier pour mon acné, comme ça arrive avec les ados. Et d'un seul coup, avec cette barbe, avec le turban et avec le discours qui va avec, on me regarde autrement, on m'écoute, on me respecte. Et d'une certaine façon, en fait, j'allais presque dire ce déguisement me concernant, parce que ça relève vraiment du déguisement, ça me donne en fait une prestance, un charisme et une aura que je n'ai absolument pas envie de laisser. Et je comprends très rapidement que pour garder
le personnage en fait que je suis, il faut que je garde aussi tous ces vêtements, ce discours et cette barbe qui va avec. Oui. Et quand on vous lit, on sent que vous étiez un sacré tchatcheur parce que vous avez une capacité à recruter qui semblait quand même assez efficace. Absolument, et d'ailleurs j'y ai trouvé aussi du sens quand j'arrive à la mosquée pour la première fois. Donc c'est la mosquée Omar qui se trouve à Paris, donc au métro Couronne. Il y a environ 450 mètres, 500 mètres carrés qui sont là. C'est une mosquée en fait où il se passe assez peu de choses. Il y a beaucoup d'anciens qui viennent prier, un peu de la génération de mon père. Il y a 3 étages, il y a une terrasse et on est au cœur en fait d'un quartier où il y a énormément de jeunes comme moi qui sont de double culture, de confession musulmane, mais qui sont souvent désœuvrés, qui traînent un petit peu ici et là. Et on me laisse les clés de cet endroit et on me dit, fais-en quelque chose. Il faut que cette mosquée ressemble à ce qu'on me dit en fait être la mosquée du prophète, c'est-à-dire une mosquée en fait d'où on sort vers l'extérieur pour ramener les gens à l'intérieur. Et c'est pour ça en fait qu'on prêche. Et moi j'adore ce projet. Je me lève le matin, je suis avec une bande de jeunes. Donc après la prière du matin, on fait des réunions d'une heure et demie pour réfléchir comment est-ce qu'on va aller voir les personnes âgées à l'hôpital qui sont seules, comment est-ce qu'on va aller voir les jeunes qui traînent dans les quartiers jusqu'à 3 4 heures du matin, que je connais bien parce que j'en viens. Et en fait, d'un seul coup, je deviens utile. De gamin désœuvré et qui se met en danger par la délinquance et qui met aussi en danger son environnement, à commencer par sa famille, je deviens tout autre chose et je m'y inscris corps et âme. Oui, et on comprend mieux effectivement l'attrait qu'a pu exercer sur vous cette mosquée, cet ordre de prêcheur. Alors, un moment, quand vous êtes en Inde, vous dites, mais je me suis rendu compte que j'étais un peu un imposteur, un beau parleur. Il s'est passé quelque chose quand vous êtes arrivé en Inde. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Clairement, en fait, c'est vraiment le premier voyage que je fais. Donc, je rencontre des musulmans d'Inde, donc d'Inde, du Bangladesh, enfin de cette région-là, des gens extrêmement humbles, très pauvres. Pour beaucoup, vraiment versés dans les sciences de la religion, ce sont des gens en fait qui ont appris le Coran par cœur, qui le lisent dans plusieurs versions, qui parlent un arabe en fait absolument littéraire, enfin vraiment assez incroyable. Et je me rends compte que finalement, je suis ouais un perroquet. Je répète les choses qu'on m'a appris à répéter. Je suis grandiloquent, je fais des beaux discours, mais comme je viens de France et que je suis d'origine maghrébine, même si je suis kabyle, pour les gens de là-bas, en fait, je suis un descendant du prophète quasiment. Et donc, il y a une espèce, je sais pas, une espèce de folie en fait qui se passe dans ma tête et en étant devant ces gens-là, en faisant en fait des discours devant des centaines, voire des milliers de personnes. Et paradoxalement, je passe beaucoup de temps avec ces gens-là qui sont les Indiens et qui sont versés dans les sciences de la religion et qui sont humbles et qui se lèvent la nuit en prière et qui ne font pas de grands discours alors qu'ils pourraient en faire des tonnes. Et je me dis, enfin, je fais un espèce d'examen de conscience et je me dis, Omar, en fait, tu es en train de te fourvoyer et tu es en train de fourvoyer les autres. Donc, il faut à un moment que tu essaies d'évoluer dans ton personnage et d'abord évoluer en fait avec plus d'humilité et peut-être moins de discours. Oui, et donc vous avez comme une grande capacité d'autocritique, d'honnêteté, de retour sur vous-même qui est quand même assez remarquable, je trouve. Pour vivre l'expérience telle que j'ai envie de la vivre, c'est-à-dire sincèrement, il faut que j'en passe par là. En fait, je fais illusion dans mon quartier avec les jeunes qui, comme moi, sont désœuvrés et traînent dans le quartier, fument des pétards, etc. Avec quelques retraités, quelques shibani, comme on les appelle, qui sont là et qui écoutent le discours du vendredi. Mais en fait, je suis à des années-lumière de ce que j'imaginais être la religion, la spiritualité. Je m'y intéresse très rapidement. Et comme j'ai envie aussi de vivre cette expérience sincèrement et intérieurement, je sais que c'est antinomique. Je ne peux pas faire le beau et en même temps, en fait, me rapprocher justement de la religion, j'allais dire sincère, en fait, qui m'intéresse. Oui. Donc vous rentrez en France et là on vous retrouve sur les dance floors des nuits parisiennes, hein, parfois sous acide. Alors expliquez-nous un peu cette transition qui peut paraître comme assez pour le moins surprenante. C'est ce que je raconte dans le livre et c'est d'ailleurs souvent assez surprenant quand les gens le lisent et m'en parlent et en fait ont un peu de mal à comprendre comment est-ce que ça a pu arriver. Donc j'ai ce cycle en fait à la mosquée avec les voyages que je fais pendant environ 3 ans. Et après ce cycle-là, un ami me propose d'aller à Amsterdam pour redescendre un peu et juste fumer 1 ou 2 joints. Et puis après, on arrête et on revient sur le droit chemin. Sauf qu'en allant là-bas, en fait, je me rends compte que je suis un gamin de 23 ans, qu'il y a pas mal d'expériences que je n'ai pas faites, comme par exemple le rapport à la musique, le rapport à la drogue, à toutes ces choses-là, même si je fumais beaucoup de pétards. Mais j'ai pas connu tout ce qui arrivait à ce moment en fait sur le marché, notamment l'ecstasy, les acides, etc. Avec la musique techno qui arrive aussi en même temps. C'était, on va dire, début des années 90, ouais, c'est ça, à cette période-là. Et finalement, en rentrant de ce voyage d'Amsterdam avec mon ami, on a envie en fait de retourner, de redécouvrir cette ambiance-là
donc l'ambiance de la nuit, de la drogue, de la musique. Sauf qu'on a une barbe assez longue, qu'on est assez connu dans le quartier. Et le moyen, j'allais dire, le plus efficace de vivre cette expérience en se cachant, littéralement, c'est-à-dire en essayant de préserver notre réputation, ça dure pas bien longtemps, hein, mais notre réputation en fait de saint homme, bah, c'est d'aller en fait en discothèque. Et je me retrouve dans des afters, dans des discothèques, dans des soirées, avec ma barbe, sous acide, avec des montées assez incroyables et avec des gens qui me demandent de les prêcher, alors que je suis juste en train de connaître des expériences assez, assez bouleversantes. Et c'est un deuxième cycle qui s'ouvre et qui dure encore 3 ans, et que je raconte dans le livre. Oui, effectivement, c'est très, très étonnant. Après, on vous retrouve à Chypre, chez un prédicateur soufi. C'est ça. Alors, expliquez-nous encore cette nouvelle transition qui, là aussi, est assez intéressante, pour ne pas dire surprenante. Oui, en fait, c'est toujours un peu l'idée du cycle. Oui, Donc, ce cycle en discothèque, bah, je le fais pendant 3 ans. Ça dure 3 ans. Une fois de plus, je fais le tour. Donc, j'allais dire, je fais le tour de moi-même, en fait, dans cet état-là. Et à un moment, je rencontre, c'est marrant parce que j'ai envie d'aller en Asie du Sud-Est pour aller rencontrer un maître. J'ai entendu parler qu'il y avait un maître là-bas, un maître spirituel qui pourrait m'aider justement dans ma quête, quoi, dans ma quête, en fait, de spiritualité. Et donc, j'ai une carie. Et ayant fait l'expérience de l'Asie, de l'Inde, etc., je sais qu'il vaut mieux se soigner en fait avant d'aller là-bas. C'était pas l'Inde ou l'Asie qu'on connaît maintenant, un petit peu avec les tours opérateurs, etc. Avant, c'était vraiment, enfin, c'était des endroits où peu de gens allaient, c'était très paupérisé, c'était assez difficile. Et finalement, je vais voir un médecin dans mon quartier, un dentiste, et qui est un juif converti à l'islam et au soufisme. Et je lui raconte, il me voit avec ma barbe, et je lui dis, bah voilà, je vais partir en Asie pour aller voir un maître. Il me dit, bah, si tu veux, moi j'en connais un, si tu veux venir demain soir à la maison, bah, je te le présenterai. Et donc finalement, je vais chez lui et je découvre en fait le soufisme. Je découvre tout un environnement, des personnes en fait qui ont une pratique religieuse que je découvre et que je ne connaissais absolument pas. Et finalement, je m'inscris dans ce nouveau mouvement et je vais à Chypre rencontrer donc un maître qui s'appelle Sheikh Nazim, qui est décédé d'ailleurs pendant l'écriture de ce livre-là. Et je reste 6 mois à Chypre à apprendre un petit peu les préceptes et les bases en fait de cette culture religieuse. Et je repars pour un dernier cycle en fait qui me dure encore 3 ans. d'accord, oui. Et le soufisme, hein, c'est un peu une approche de l'islam très spiritualiste, hein, c'est ça, très méditative. Ouais. C'est ça, absolument. C'est une approche en fait par rapport à ce que moi j'ai connu, parce qu'il y a divers courants, comme dans toutes les religions, mais c'est une approche en fait beaucoup plus intérieure et j'allais dire beaucoup plus confidentielle. Et je pense que c'est ce qui me va à ce moment-là. Au début, j'ai vraiment besoin d'en faire des tonnes, qu'on croit en mon personnage. J'ai presque besoin de faire de la publicité du personnage que je suis en train de devenir. Mais après un certain temps et un certain nombre d'années, il faut laisser le temps aux gens de faire en fait leur expérience. Je me rends compte que j'ai besoin plus de faire connaissance avec ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est à la fin de ce cycle-là que je décide de raser ma barbe, d'enlever mon turban et de devenir en fait anonyme et incognito. D'accord. Et alors là, nouveau cycle, hein, vous rentrez à Paris et c'est à cette époque où vous travaillez au studio Harcourt, puis chez Dior, etc. C'est ça, oui. En fait, je rentre à Paris. Donc, moi, j'ai arrêté l'école en troisième. Donc, j'ai pas de diplôme. Encore au jour d'aujourd'hui, je n'ai aucun diplôme. Et finalement, je travaille comme gardien de parking de nuit à la Porte-Maillot. Je fais de la manutention. Enfin, il y a pas mal de boulot que je fais. Et à un moment, en fait, on me propose de travailler au studio Harcourt, donc le fameux studio photographique. Et donc, je deviens intendant là-bas, un petit peu régisseur, un intendant, donc en autodidacte. J'apprends ce métier un petit peu vraiment sur le tas. Et c'est très intéressant. Je fais ça pendant un an. Et donc, il y a pas mal de métiers que je fais un petit peu ici et là. Et celui qui dure le plus longtemps, c'est celui que je fais à l'île de la Réunion. Et où je m'occupe pardon, d'une boutique de mode pendant 2 ans. Et une fois de plus, complètement incognito, sans que personne ne me parle de religion et sans que je n'en parle à personne. Oui. Quel parcours initiatique, vraiment quel égodyssée pour prendre un autre terme. Alors comment vous emmenez à la littérature? Alors, j'ai toujours aimé raconter des histoires, en entendre aussi. C'est quelque chose qui m'a toujours nourri. Par exemple, quand j'ai arrêté l'école, j'allais le plus souvent possible dans les bibliothèques pour lire des BD. J'ai découvert Corto Maltese, enfin pas mal d'histoires comme ça. Et quand j'étais en classe, j'étais toujours le premier de ma classe en français. J'adorais faire des rédactions, ce genre de choses-là. Et finalement, sur l'île de la Réunion, donc j'étais tout seul pendant 2 ans. C'est assez loin de tout. Je voyais ma famille un petit peu sur Skype, mais voilà, j'étais un peu seul. Et j'ai découvert en fait un livre de Sioran. Et j'ai adoré en fait cette écriture et cette façon, notamment un texte, cette façon en fait de raconter énormément de choses intérieures en très peu de mots. Et je me suis dit, bah tiens, ça pourrait me faire du bien. Et je pense que si j'arrivais
ne serait-ce qu'en fait à raconter un petit peu ce que j'ai vécu et à le mettre en fait sur papier, c'est une chose en fait qui pourrait me plaire. Et comme je cherche encore ma voie professionnellement, je me dis tiens, je vais essayer de devenir écrivain. Et ce que je fais, c'est que j'écris un court texte en rentrant à Paris, que je mets en ligne sur un site, donc le site de Pierre Rosanvallon, Raconter la vie. Et c'est un site en fait où tout à chacun pouvait raconter son histoire et poser en fait son témoignage. Donc j'avais un pseudo qui s'appelait l'asthmatique. Et je m'étais dit en fait en racontant ce que je raconte dans la barbe que cette histoire n'intéresserait personne, mais que ce serait un bon exercice autobiographique. Et finalement le texte a été repéré par Pierre et il a été lu et il m'a invité au Collège de France et il m'a demandé si je pouvais faire de ce texte-là un livre. Et c'est là que démarre ma carrière d'écrivain. Oui. Alors moi, je suis vraiment frappé par votre curiosité, votre audace, votre capacité à sans cesse vous renouveler. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment remarquable. Alors, quel est votre rapport à la religion aujourd'hui? Maintenant que vous avez franchi un peu toutes ces étapes et que vous êtes plus avancé en âge, on pourrait dire. Alors oui, je me nourris en fait quotidiennement de tout ce que j'ai vécu. Et si je devais avoir un rapport à la religion aujourd'hui, c'est vraiment dans ce qui fait le lien. J'aime beaucoup être en lien avec différentes personnes. Donc, dans le cadre associatif, parce que je travaille aussi dans une association, à côté de mon travail d'écrivain, je rencontre énormément de gens. Je rencontre des gens dans les entreprises du CAC 40, dans des ministères. Je rencontre beaucoup de jeunes qui viennent de quartiers dits prioritaires, donc des QPV. Oui. Et en fait, finalement, pour avoir le lien avec toutes ces personnes et ces personnalités différentes, il faut avoir un certain comportement, une certaine attitude, un certain rapport à l'écoute. Et finalement, tout ce qui m'a nourri dans mes expériences religieuses, en fait, me sert aujourd'hui pour avoir autant que possible en fait, ce comportement et cette attitude qui me permet de faire le lien avec les autres. Je rencontre quasiment toutes les semaines des personnes que je n'ai jamais vues, que je n'ai jamais rencontrées et à qui, en fait, je vais parler pendant 1 heure ou 2. Comme ça a été le cas hier, j'étais dans un collège en fait, dans le 20e, j'ai rencontré 3 classes de 4e. Donc à chaque fois, c'est des ateliers de 2 heures. Je n'avais jamais vu ces élèves avant, ils ne m'avaient jamais vu. Mais voilà, il faut qu'on crée une connexion, un lien, quelque chose. Et pour ça, en fait, l'attitude et le comportement m'aident énormément. Oui. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de clichés qui traînent un petit peu sur les rapports des jeunes à la religion, à la radicalisation, etc. Bien sûr. Comme c'était le cas à mon époque, oui, avec la caisse de résonance des réseaux ou alors des médias en moins. Enfin, à mon époque, il y avait le journal de TF1 et de France 2 et voilà. Oui. Il n'y avait pas de téléphone portable, pas d'internet ni rien. Mais oui, en effet, et c'est intéressant parce qu'en discutant avec ces jeunes-là, ce sont des jeunes en fait qui sont intéressés par la religion parce qu'ils sont dans un processus en fait de découverte. Et ils découvrent une culture, une culture en fait qui a plus de 1000 ans et avec des personnages, un peu ce qui m'est arrivé aussi à moi. Peut-être qu'ils sont d'une certaine manière aussi sensibles à leur prénom, à leur nom, à celui de leur ami, etc. Et donc parfois on a des jeunes en fait qui s'y engagent vraiment corps et âme, vraiment par curiosité. Et comme ils l'expriment, et parfois ils l'expriment en fait avec un peu de maladresse, en disant salam quand ils rentrent en cours ou ce genre de choses-là, ça peut créer en fait des tensions et se dire non, en fait, c'est des jeunes qui sont pas dans la culture française, qui sont plus dans la culture, par exemple, musulmane, de leurs parents, etc. Alors que quand vous discutez avec eux, absolument pas. C'est juste qu'à un moment, en fait, ils se rendent compte qu'ils ont aussi cette culture-là et ils ont envie, en fait, d'une certaine manière, de se l'approprier et de l'utiliser. Oui, c'est très intéressant comme retour. Alors, je voudrais qu'on avance un petit peu et qu'on passe un petit peu au deuxième temps de votre parcours littéraire avec votre second ouvrage, L'Effraction, qui est paru, je crois, en 2016. C'est ça. Et cette fois-ci, alors c'est très audacieux, vous interrogez le rapport à la sexualité et au corps, justement, des jeunes maghrébins, de ces jeunes issus de l'immigration, rapport qui n'est pas très simple. Et pour ce faire, vous utilisez un peu un artifice littéraire, puisque vous mettez à la place de Reda, le jeune maghrébin qui a volé, essayé de tuer Édouard Louis. Il raconte cette histoire dans Histoire de la violence. Mais dans l'ouvrage d'Édouard Louis, Reda est silencieux. Et vous voulez absolument lui redonner la parole pour justement un peu sortir des clichés. Et vous dites aujourd'hui une des grandes difficultés de ces jeunes maghrébins, c'est qu'ils sont tiraillés entre deux cultures.
Absolument. Une culture qui est très, très pudique, hein, celle de leurs parents, et puis une culture hyper sexualisée, où l'injonction au plaisir est permanente, et ça crée vraiment une forte tension. Alors peut-être que avant que vous répondiez, je vous invite peut-être à lire un petit passage qui nous montre un petit peu toute la pudeur qui existait dans votre milieu familial et que j'ai trouvé personnellement très, très, très touchante. Alors, avant de le lire, Oui, en fait, le personnage de Reda, oui, donc, est un personnage du livre d'Édouard Louis, et c'est pour ça que j'ai écrit les fractions. oui, Mais c'est un personnage, en fait, qui n'a pas fait ce que Édouard Louis dit qu'il a fait. oui, Il y a eu tout un imbroglio, en fait, judiciaire, où, sur la foi du livre, ce personnage, donc, qui est un jeune sans-papier, oui, un jeune maghrébin qui, lui, dit qu'il a rencontré Édouard Louis lors d'une soirée et qu'ils ont eu une relation sexuelle. Et sur la foi du livre, donc, ce personnage, en fait, a été arrêté, a été incarcéré, et ensuite a été relâché. Donc, je crois que ça a été un non-lieu parce qu'Édouard Louis a refusé la confrontation. Et d'accord, oui, finalement, moi, ce qui m'a intéressé, c'était pas de reprendre ce personnage-là, mais de créer un autre personnage oui, et un autre Édouard qui se rencontrerait le soir de Noël, comme c'est le cas dans son livre. Je trouve que la précision est importante et qui aurait une discussion, une conversation et où j'inverserais les rôles. Donc, c'est pas du tout le Reda, en fait, du livre d'Édouard Louis, mais c'est un autre. Et pourquoi? Parce que dans le livre d'Édouard Louis, donc, le Reda, en fait, n'a jamais la parole. oui, On ne l'entend pas. Et je voulais justement créer un personnage en fait qu'on entendrait. oui. Alors, je lis Écoutons-le. ici. Oui, Alors, des désagréments de quel genre? Tu vas me trouver idiot, entre nous. Parce que Reda est interrogé par un sociologue qui oui, essaie de comprendre un petit peu le rapport à la double culture. oui, Bon, tu as bien compris que mes parents ne sont pas du genre démonstratif. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai jamais vu mon père embrasser ma mère, ni même lui avouer qu'il l'aimait. Ma mère non plus d'ailleurs. Même pas se donner la main. Ils sont pudiques comme pas deux. Alors, chaque fois qu'on regardait un film en famille et qu'il y avait une scène de baiser, on changeait de chaîne illico, cocasse. On passait d'un thriller de fou à Thalassa et un reportage sur le cormoran du Finistère. Sans filtre. Pas génial pour suivre l'intrigue. À force, on sentait venir la scène interdite et c'était à qui attraperait la télécommande pour éviter le scandale. oui. Alors ça dit beaucoup de choses et j'ai trouvé ça très, très éloquent et en même temps très touchant. Et alors comment vous vous positionnez par rapport à ça? Quel est votre regard, cette difficulté finalement à vivre cette tension entre deux cultures et qui entraîne un rapport au corps et à la sexualité complètement différent? Bien sûr, j'ai voulu justement l'exprimer dans ce livre-là. J'ai pas eu le temps de le faire dans La Barbe, Oui. mais je trouvais que c'était important parce que, enfin, la sexualité, le corps conditionne une si grande partie de nos vies, de nos rapports aux autres, etc. Et finalement, en mettant en scène ce personnage-là, je me suis dit que c'était l'occasion justement d'en parler, et notamment quand on a deux cultures. Donc, comme je l'exprime ici, une culture en fait qui est extrêmement pudique, où on ne voit pas ses parents s'embrasser, se dire qu'ils s'aiment, etc. Alors qu'on sait que c'est le cas. Et une culture en fait qui est hyper sexualisée où, comme je le dis, pour vendre le moindre yaourt, on met une fille en bikini sur une plage en fait qui essaie de nous le vendre, comme on le voit dans le film 99 francs. Là, la scène est vraiment très bien faite. Et d'une certaine façon, c'était intéressant. Je me suis dit de mieux comprendre un peu ces jeunes issus de l'immigration, comme on dit, dont on parlait énormément. Ce livre est sorti juste après les attentats du Bataclan, parce que le livre d'Édouard Louis est sorti quasiment à ce moment-là. Et comme il a eu énormément de médiatisation et que la seule fois où on a parlé de ces jeunes-là dont je fais partie, c'était en parlant de ce Reda qui est potentiellement un violeur, un assassin et un voleur. Et je me suis dit, il fallait absolument en fait donner la parole à un autre personnage. La littérature le permet. Lui, il l'a utilisé et moi aussi. En plus, on avait le même éditeur à l'époque. Et donc, l'idée, c'était de parler, une fois de plus, de l'intérieur, de ce qui se passe à l'intérieur d'un personnage. Et pour moi, la sexualité et le rapport au corps, en fait, étaient vraiment extrêmement importants. Oui. Et qu'est-ce qui se passe alors un peu à l'intérieur de ce personnage? C'est un personnage, en fait, qui essaie de trouver sa place dans une société où justement les choses se disent beaucoup plus facilement à ce niveau-là, où on peut avoir des relations beaucoup plus simples, enfin se rencontrer les uns avec les autres, avoir une sexualité en fait absolument libre, et lier ça avec une éducation qui est celle en fait de ses parents, qui est une éducation en fait qui est vraiment basée sur la famille, sur le mariage, sur la fidélité, sur toutes ces valeurs-là. Et comment en fait, quand on a reçu cette éducation et qu'on doit ensuite évoluer dans un monde en fait où ce ne sont pas forcément exactement les mêmes valeurs qui sont mises en avant, comment est-ce qu'il faut à chaque fois avoir le cul un peu entre deux chaises et jongler avec ces deux cultures d'une situation à l'autre.
Quand on est avec ses amis qui ont toujours vécu un peu la même éducation et les mêmes valeurs, on a un petit peu ce personnage qu'on met en avant. Et quand on est avec d'autres personnes, en fait, pour qui ces valeurs-là, en fait, n'ont aucun sens, sont archaïques, voire passéistes, on essaye, en fait, de mettre en avant, en fait, l'autre personnage. Et tout ça dans le même corps. Oui, voilà, il faut conjuguer plusieurs personnages au sein d'une même identité qui devient un peu plurielle. C'est ça. Alors, continuons un petit peu votre égodyssée au travers de votre troisième ouvrage, qui est un ouvrage que j'ai trouvé absolument passionnant et qui, cette fois, évoque plus votre quête des origines. Cette fois-ci, vous allez à la rencontre de votre père, que finalement vous ne connaissiez pas si bien, et vous dites qu'il a fallu passer par l'écrit pour pouvoir entrer en contact avec lui. Et cet ouvrage s'appelle « Tu n'habiteras pas à Paris », et vous allez nous expliquer pourquoi. Alors, votre père qui finalement ne connaît pas aussi bien que ça sa propre histoire. C'est ça qui m'a surpris dans un premier temps. Et là encore, je serais très honoré que vous puissiez nous lire un petit passage qui moi, m'a frappé. Et oui. Alors, mon père m'a fait un jour cet aveu bouleversant. L'une des pires choses qu'a produite la colonisation, c'est l'effacement de notre histoire. Nous sommes une génération sans histoire à raconter à nos enfants. Ça aussi, on nous l'a pris. On préfère ne pas en parler avec vous de tout ce qu'il y a eu avant, surtout lorsque l'on sait que vous ferez votre vie chez ceux qui ont avalé notre histoire. Comment grandir avec ça? Et pourtant, qu'auraient pu dire nos parents d'un passé qu'ils n'ont pas appris? Et vous voulez que je continue ou alors juste ça? Oui, on peut peut-être s'arrêter là. Parce qu'à un moment, vous dites, oui, vous avez posé la question à votre père, et votre père vous dit, vous posez la question, mais alors est-ce que tu avais conscience d'être dans un pays colonisé? Et il vous répond, mais je n'avais même pas conscience d'être dans un pays tout court. Absolument. Oui, en fait, j'ai interrogé mon père pour essayer de mieux comprendre un petit peu d'où il venait, qui il était enfant, pourquoi est-ce qu'il est venu d'Algérie à la vingtaine d'années. Ma mère aussi, en fait a témoigné, mais beaucoup moins. Mon père s'est vraiment beaucoup plus livré. Et donc moi, j'avais mon logiciel un petit peu de jeune Parisien. Enfin voilà, je l'ai interrogé à la quarantaine, donc voilà, de Parisien en fait avec une culture, j'allais dire géographique, historique, politique. Et je lui dis, bon, t'es né en 39 en Algérie, est-ce que tu as conscience d'être né dans un pays colonisé? Et mon père me regarde, il me dit, mais j'ai même pas conscience d'être dans un pays tout court. Je sais pas ce que c'est un pays. En fait, ils n'ont jamais été à l'école, il n'y en avait pas là où ils étaient. Et finalement, en fait, pour lui, le monde, c'était ce qu'il y avait entre les deux montagnes de Kabylie. Oui. Et à 30 km, la ville, en fait, où il allait parfois pour aller faire le marché. Et d'une certaine manière, j'ai été un petit peu étonné d'entendre ça. Mais ça m'a permis, une fois de plus, de mieux comprendre en revenant de l'intérieur, de mieux comprendre, en fait, qui était cet homme qui est mon père, que je connaissais mal, et comment est-ce que lui s'est construit, et quels ont été, en fait, ses moteurs pour faire sa propre épopée à lui. Et c'était extrêmement intéressant de l'entendre et de l'apprendre. Alors, qui était-il, ce père ? Et vous dites même, et c'est un peu la conclusion de votre égodyssée, c'est que vous avez cherché un petit peu une philosophie, des valeurs, un peu partout dans le monde. Puis finalement, vous vous rendez compte que cette sagesse, elle était dans la chambre d'à côté, c'est-à-dire que c'était votre père qui incarnait cette sagesse, mais il s'était jamais ouvert à vous et vous n'en aviez pas conscience. Ça, je trouve ça très, très beau. Alors, qui était-il, ce père ? Absolument. En fait, il s'est pas ouvert, mais en même temps, il n'a pas eu l'occasion de le faire, parce que mon père était maçon. Et je le raconte en fait dans la barbe, aussi dans les fractions. Vraiment, l'un des souvenirs les plus marquants que j'ai, c'est qu'il rentrait du boulot. Comme il me disait à l'époque, en fait, il travaillait parfois 50, 60 heures par semaine. Il n'y avait pas les 35 heures. Et en fait, il fumait sa gauloise, il buvait son café. Et en fait, il s'effondrait sur le fauteuil. Il était extrêmement fatigué, il se reposait. Et ensuite, moi, j'ai eu ma période où j'ai commencé à arrêter l'école. Et donc, j'ai commencé à fuir le regard de mes parents et particulièrement de mon père. Donc, on s'est aussi très peu vus. Ensuite, il y a eu la période de la mosquée, etc. Donc, pareil, en fait, j'ai toujours été une anguille. Et finalement, quand mon père est arrivé à la retraite, j'ai fait connaissance avec cet homme qui était toujours tiré à 4 épingles, extrêmement drôle. Mais il a fallu, en fait, que je m'arrête sur son humour pour m'en rendre compte, avec une vraie philosophie de vie, qui aujourd'hui m'inspire encore énormément et qu'on peut d'ailleurs découvrir dans le livre, mais finalement en fait que je découvre parce qu'à un moment, j'allais dire le travail en fait le laisse tranquille. Et j'ai l'occasion justement de faire sa connaissance parce que j'ai le temps de le faire et j'ai aussi la maturité justement de faire sa connaissance. Ce qui se passe un petit peu avec ma mère aujourd'hui, c'est que parfois il faut des dizaines d'années pour vraiment avoir une relation, j'allais dire presque d'égal à égal avec ses parents et j'allais dire d'individu à individu, pas de fils à père ou de fils à mère. Oui. Alors on sent beaucoup d'amour chez cet homme, on sent qu'il vous aime, on sent aussi qu'il aime Paris, c'est quelque chose d'intéressant.
Absolument. Le livre s'appelle Tu n'habiteras jamais Paris Oui. parce que c'est la première anecdote du livre. Donc, il est arrivé en 63 à Paris et il a commencé à devenir maçon, on va dire, après 3 4 ans parce que d'abord, il a travaillé dans les égouts pendant 3 ans, donc sous les égouts. Enfin, sous Paris, pardon. Et donc, quand l'assistante sociale l'a reçu dans son bureau, lui, il voulait un coup de main quand ma mère est venue pour avoir quelque chose d'un peu plus grand que la pièce où ils étaient à une douzaine, rue de la Mare, dans le 20e arrondissement, avec ses cousins et d'autres amis. Et l'assistante sociale lui a dit ne rêve pas, Bouzid, tu n'habiteras jamais Paris. On va t'envoyer en banlieue, là où seront tes autres cousins, tu y seras comme chez toi. Et en fait, mon père a dit non. C'est ce qu'il me dit avec toute son humilité. Il me dit, ça a été ma révolution française. Il n'avait pas les mots en fait pour expliquer ce non, mais il a dit non, je ne vais pas en banlieue. Et pourquoi est-ce qu'il a dit non? Il a dit, je ne suis pas simplement venu pour travailler à Paris, mais aussi pour y vivre. Et en effet, c'était vraiment un amoureux de cette ville. Et je m'en suis rendu compte en l'écoutant et à travers les balades en fait qu'on a fait ensemble. Une ville qu'il connaissait comme sa poche. Comme il disait en fait, qu'il a couvé aussi en curant ses bronches quand il travaillait dans les égouts. Et il a fallu en fait écrire un livre ensemble pour me rendre compte en fait que mon père était un être sensible, pas juste un maçon qui maniait la pelle et la pioche de manière, j'allais dire, mécanique, comme une machine. Ouais. Alors moi, il y a un petit passage qui m'a touché, c'est que au départ, il ne savait pas lire, et dans le métro, pour aller de Ménilmontant à la place de Clichy, il comptait avec des cacahuètes dans sa poche le nombre de stations de métro pour descendre à la bonne station. Je trouvais ça très très poétique. C'est ça. Et il m'a raconté énormément d'anecdotes comme ça. Et parce qu'en effet, en fait, ce sont des personnes qui sont venues. Et imaginez, en fait, vous partez d'un petit village kabyle, vous arrivez à Paris dans les Oui. années 60. Donc le rapport, en fait, aux stations de métro, aux textes, aux rues de Paris. Il y a une anecdote aussi qui m'a raconté, c'est que nous, on est à Ménilmontant et lui, il arrive rue de la Mare. Et ce qu'il faisait, c'est qu'à chaque fois qu'il sortait, il regardait si la rue était pas trop longue. Et en fait, il avançait jusqu'au bout de la rue, il regardait à droite et à gauche s'il allait avoir le courage d'explorer la rue d'après. Et ensuite de revenir et de retrouver son chemin, parce qu'ils étaient toujours gênés de demander leur chemin, parce qu'ils parlaient quasiment pas la langue, très très peu. Et finalement, en fait, il a découvert son quartier et cette ville en tâtonnant, comme un enfant en fait qui fait ses premiers pas. Et c'est vrai que si mon père ne me le dit pas, j'ai jamais idée de ça. On n'a pas idée en fait de ce qu'ont traversé nos parents quand ils avaient 20 ans, 25 ans, 12 ans, etc. Et donc ça m'a vraiment beaucoup plu et beaucoup touché de l'apprendre et de l'écrire. Ouais. Finalement, il est un peu comme vous, votre père, hein. Vous tenez de lui. C'est un explorateur, il est curieux, il aime bien découvrir. Complètement. Oui. Alors, ce qui me frappe, et je reviens un petit peu là-dessus, c'est qu'il a quand même un peu refusé, ou perçu le risque d'une ghettoisation. Il n'a pas voulu aller dans un HLM en banlieue. Également, il veut que vous soyez scolarisé dans une école dans laquelle il y a aussi des Français. Il veut que Bien vous sûr. mélangiez aux Français et que vous ne retrouviez pas dans une école où il y a uniquement des enfants d'immigrés. Bien sûr, parce qu'il a très rapidement en fait compris, alors que c'était pas évident. Ce qu'il m'expliquait, c'est que quand ils sont arrivés, tout le monde se disait, on reste 2 3 ans, on gagne de l'argent et on rentre en Algérie et on va construire l'Algérie. Bon, maintenant, l'histoire nous a appris que c'est pas ce qui s'est passé. Et lui, il a tout de suite eu l'intuition que en fait, ça allait être compliqué, voire impossible en fait de retourner ensuite en Algérie après avoir connu la vie en France, le rapport au travail, à la culture, etc. Et donc, il a très rapidement su qu'il allait y faire sa vie et sa famille. Et quand nous, on est nés, mon père, en fait, a voulu, parce qu'il savait qu'on allait vivre ici et qu'on allait devenir français, donc algérien et français, et il s'est dit la meilleure façon pour eux de découvrir, de connaître cette culture et de s'y intégrer, c'est d'être avec les petits Français à l'école. Et il y avait une école, donc qui était l'école en fait rue Henri Chevreau, enfin un peu plus loin rue de la Mare, parce que rue Henri Chevreau c'était le collège, mais rue de la Mare c'était la primaire, où il y avait en fait tous les enfants d'immigrés, parce que c'est là qu'il y avait tous les immigrés qui habitaient. Oui. Et de l'autre côté, il fallait traverser la rue, la carte scolaire est ce qu'elle est, et il y avait l'école de la rue Sorbier, où en fait il y avait une mixité. Et mon père en fait a tout fait pour qu'on aille là-bas. Une fois de plus, la dame de la mairie lui a dit non. Votre carte scolaire, en fait, vous amène là-bas. Et mon père a répondu, il a dit, voilà, il y a un parc juste avant l'école. Il a dit, dans ce cas-là, je vais amener des chèvres. Et mes enfants, en fait, vont garder les chèvres, je vais leur apprendre ça. Et ils iront pas à l'école là-bas, ils garderont les chèvres, en fait, là-bas. Et la dame, en fait, a dit, on va faire une exception et puis on va les mettre rue Sorbier. Et mon père, en fait, il tenait absolument pour qu'on apprenne justement à découvrir et à vivre, en fait, ce qu'était la France avec des Français. Ouais, bel exemple de détermination. Alors aussi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il s'engage syndicalement aussi. Ça n'est pas rien.
Absolument. Et c'est pour ça que ce livre-là, en fait, a été construit à partir de deux personnages. Donc, il y a le personnage de mon père et le personnage de Martin Lado. Oui. Chacun a son chapitre. Donc, Martin Lado est un maçon creusois du 19e siècle qui monte à Paris en 1830 à 15 ans, donc qui devient maçon et en fait, ça a été l'un des premiers députés ouvriers. Et il a appris justement aussi qu'est-ce qu'était ce pays, la langue française en fait qu'il ne parlait pas parce qu'il ne parlait pas toi, et d'une certaine manière à avoir ses droits et ensuite à travailler pour le droit des autres. Ça a été en fait l'instigateur d'une des lois sur les accidents du travail. Oui. Et mon père en fait a le même chemin. Mon père devient syndicaliste, c'est ce qu'il m'a expliqué. Il m'a dit au début on les entendait, ils venaient en fait sur le chantier, c'est ceux qui travaillaient le moins mais qui parlaient le plus. Et en fait, leurs paroles avaient de la valeur parce que des choses changeaient pour nous au fur et à mesure en fait des choses qui étaient négociées. Donc il s'y est intéressé et il a commencé à prendre sa carte, il a écouté, il comprenait pas grand-chose, mais finalement en fait il a appris cette langue-là par ce biais-là. Et ça lui a servi aussi parce que mon père, je me permets de raconter cette anecdote, c'est peut-être l'une des choses les plus fortes qu'il médite, c'est qu'il m'a dit, moi je lui ai dit, ça a été quoi le moment le plus dur pour toi quand tu es arrivé en France? Je pensais que c'était le travail, la discrimination, ce genre de choses-là. Et il m'a dit, non, c'est quand mes enfants en fait sont allés à l'école primaire, ont commencé à apprendre à lire et à écrire, et que je ne pouvais pas les aider parce que je ne parlais pas en fait, ni ne lisais pas suffisamment bien le français. Et c'est assez bouleversant parce que je m'en étais jamais rendu compte, mais imaginez un cahier d'exercice pour un élève en fait en primaire, mon père en fait ne peut pas nous aider pour ça. Et il a dit ça a été vraiment le moment le plus compliqué. Et c'est pour ça, je pense qu'en parallèle, il a essayé de devenir syndicaliste, enfin il l'est devenu, pour avoir accès à cette langue qui lui permettrait aussi d'avoir cette nouvelle relation avec ses enfants à partir de la langue française. Oui, alors c'est très intéressant ce rapport à la langue. On voit que pour votre père, hein, c'est vraiment une priorité. Et on sent que c'est très présent en vous, cette importance du langage, de l'instruction, du langage et de la littérature. Hein. Et c'est vrai qu'on pense avec des mots, et moins on maîtrise de mots, moins on est capable de penser. Hein. Absolument. Et il y a quelques années, il y avait un linguiste, je crois que c'est Alain Bentolila, qui avait étudié le champ sémantique, le champ de vocabulaire des jeunes radicalisés, et qui était un champ de vocabulaire très, très faible. Alors, est-ce que vous pourriez un peu nous parler justement de cette importance du langage, de votre rapport aux mots, de votre rapport à la littérature? C'est quelque Bien chose sûr. de très intéressant. C'est central. Oui. En fait, si on nous enlève le langage, qu'est-ce qu'il nous reste? Et finalement, dans mon cas, moi, ce qui m'a plu et ce qui m'a intéressé quand je suis arrivé à la mosquée la première fois, et je m'en suis rendu compte des années après, il faut avoir un petit peu de recul et un peu de maturité, c'est que je retrouvais en fait des mots. Je retrouvais plein de mots, je retrouvais une nouvelle langue. J'ai appris l'arabe en autodidacte là-bas, alors que je le parlais absolument pas. Moi, je suis d'origine kabyle. Enfin, mes parents sont kabyles. Et finalement, ce qui m'a le plus accroché dans cette expérience-là, en fait, c'est de retrouver du vocabulaire. Et finalement, avec la littérature, c'est ce qui se passe aussi. Au début, quand j'ai écrit mon premier livre, donc j'avais plus lu de livres depuis des années, enfin, mais vraiment des dizaines d'années, quoi. Et donc, pour écrire un livre, il faut se renseigner, il y a le dictionnaire des synonymes, il faut lire d'autres livres, il faut s'en inspirer. Et on se rend compte, en fait, que c'est extrêmement riche individuellement et aussi, une fois de plus, dans le lien avec les autres. C'est que plus on a le mot, plus on peut comprendre un petit peu ce qu'ils nous disent, plus on peut comprendre leur état, plus on peut comprendre, en fait, ce qu'ils ne nous disent pas, les non-dits. Et mon père, en fait, était très lucide aussi sur ça. Ce qu'il me disait, il me disait, en fait, je ne vais pas pouvoir faire ma vie comme je le veux à Paris, faire cette expérience parisienne dont je rêve et que j'ai envie de réaliser, et aussi pour ma femme et pour mes enfants, si je n'ai pas ces mots. Oui. Et aujourd'hui, les jeunes avec lesquels je travaille, beaucoup d'entre eux, on sent qu'en fait, vraiment la barrière, la chose en fait qu'il manque un petit peu pour aller vers eux et que eux viennent vers nous, c'est le rapport aussi au langage. Oui. Le rapport au langage, expliquer un peu certaines choses et expliquer un petit peu notre monde, que nous, on comprenne un petit peu mieux leur monde. Et donc, oui, le langage, en fait, est vraiment central. Oui. Et justement, un point tel que vous avez, entre guillemets, créé votre propre maison d'édition, Pomme, avec votre compagne, puisque vous éditez votre dernier ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce Bien sûr, projet d'édition et sur ce dernier ouvrage? absolument. Donc, c'est un livre que j'ai écrit donc, pour mes 10 ans. Ça fait 10 ans que j'écris et j'avais envie d'un thriller. C'est un genre littéraire que j'ai découvert il y a 2 3 ans, qui m'a beaucoup plu, notamment dans la construction des personnages. Et en fait, ma compagne, donc, qui s'appelle Pauline, c'est pour ça que c'est Pomme. Pauline, c'est Pau et Home, c'est Omar, donc Pomme Culture. En fait, ce n'est pas une maison d'édition, c'est Oui. juste un sceau qu'on a mis en fait sur la couverture pour nous-mêmes, voilà, marquer un petit peu le coup. Oui. Et je me suis souvenu de la phrase de mon père, hein, parce que moi, je suis chez des grands éditeurs, enfin, qui prennent en charge vraiment
tout ce qui se passe en fait quand vous rendez le manuscrit, la communication, la diffusion, la vente, etc. Et je me suis souvenu de la phrase de mon père quand je lui dis mais pourquoi tu es venu à Paris? J'allais dire intrinsèquement en fait, intellectuellement, humainement. Et mon père avait cette phrase, il me disait pour voir si j'en suis capable. Et je me suis dit pour mes 10 ans, est-ce que je suis capable d'aller au-delà de la remise d'un manuscrit et de construire moi-même le livre que j'ai envie de construire et en fait de me débrouiller moi-même, d'en faire la couverture, d'être aidé, de le diffuser, de l'imprimer avec mes deniers. Et finalement, ce livre, c'est un petit vagabond. C'est un livre des rues, si je peux me permettre. J'y prends beaucoup plus de plaisir que tous les autres que j'ai écrits avant, alors que j'ai eu énormément de chance dans mon expérience littéraire et éditoriale, parce que justement, c'est un livre, comme disait mon père, en fait, qui doit se démerder. Oui, oui. Et c'est marrant parce qu'on a presque envie qu'on sent cette énergie quand on le lit. On sent qu'on est dans les mains d'objets très, très particuliers. Vous êtes comme votre père engagé dans la cité et aujourd'hui vous travaillez auprès de décrocheurs scolaires. Hein. Vous ne vous contentez pas simplement de faire de la littérature, mais vous allez sur le terrain. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette expérience? Et vous m'aviez dit également en aparté qu'aujourd'hui le parcours des jeunes issus de l'immigration, c'était le vôtre, mais puissance 10 avec les réseaux sociaux. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous éclairer un petit peu sur leur rapport à la culture, à cette double appartenance? Vous me disiez aussi que peu d'entre eux, en banlieue, étaient allés jusqu'à Paris, ce qui peut paraître assez étonnant. Est-ce que vous pourriez un peu nous apporter quelques éclairages par rapport à cet engagement qui est vraiment remarquable? Merci. Quand j'ai écrit La Barbe, donc en 2015, j'ai été contacté par une association, donc par son président qui s'appelle Bastien Lecause, et qui a créé une association qui s'appelle Un Stage et Après, et qui travaille en fait sur l'orientation. Et donc dans les collèges, les QPV, les quartiers prioritaires de la ville. Donc il m'a invité pour parler de mon livre et de mon expérience, et notamment avec des élèves qui auraient peut-être qui seraient en train un peu de connaître le parcours que j'ai eu, c'est-à-dire de décrocher scolairement. Donc j'y ai pris goût, ça m'a énormément plu. Donc je me suis investi dans cette association jusqu'à y travailler. Donc ce que je fais, c'est que je construis des outils pédagogiques, notamment des jeux de société. Je suis déjà au 4e, je crois, ou au 5e jeu de société, Oui. dont un qui a été adapté par le Pôle emploi pour parler du développement durable. Enfin bon, il y a toute une histoire autour de cette association. Oui. Et je travaille, moi, particulièrement avec les élèves en situation de décrochage scolaire. Et je trouve que c'est passionnant de travailler avec eux. Déjà parce que je me rends compte, finalement, que j'arrive à les comprendre, parce que j'ai vécu un peu ce qu'ils vivent. Oui. Et c'est un âge, en fait, qui est très compliqué, l'adolescence, et notamment quand on a, on va dire, un environnement qui n'est pas très safe. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu cet environnement en fait qui était, on va dire, très sécurisant. Même si mes parents n'avaient pas été à l'école, il n'y avait pas de livre à la maison ou ce genre de choses-là. Mais enfin voilà, j'avais une famille et des parents assez solides. Les quartiers où je vais travailler, il y a beaucoup de familles monoparentales, je crois 60%. Beaucoup de mamans en fait qui font de leur mieux mais qui travaillent à côté, et de gamins en fait qui sont clairement désœuvrés. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est ce que moi j'ai vécu puissance 10? Pour vous donner un exemple, le rapport à la religion, à mon époque, quand vous vouliez faire l'expérience de la religion, il fallait la faire littéralement. C'est-à-dire aller à la mosquée, y passer du temps. Quand je fais mon premier voyage en Inde, parce que j'entends parler en fait de ce qui s'y passe là-bas, j'y vais. Ouais. J'y vais, je fais l'expérience, je reste un certain temps. Et en fait, cette expérience nourrit d'une certaine manière votre maturité. Et une fois que vous avez fait l'expérience d'une chose, généralement, vous passez à autre chose. Là, pour ces jeunes-là, en fait, ils font assez peu d'expérience finalement. Ils se nourrissent du témoignage de l'expérience des autres, voire même parfois de la non-expérience, parce que parfois les autres sont un peu des perroquets, comme je l'ai été, Oui. et se racontent des histoires, et donc la racontent aux autres, à des dizaines, des centaines de milliers d'abonnés. Pour des jeunes, en fait, qui ont un esprit qui n'est pas encore, j'allais dire, terminé, un rapport en fait au mot, un rapport à l'histoire, à la véracité, à toutes ces choses-là. Et en fait, ils se prennent en fait ces expériences, j'allais dire, en pleine face. Et il faut en faire quelque chose quand il n'y a pas d'adultes qui ont vécu un petit peu ces choses-là et qui essayent un petit peu de leur montrer ce qu'il faut un peu mettre de côté, ce qu'il faut prendre, etc. Enfin, en tout cas, de les conseiller, de les cornaquer. Ça devient extrêmement compliqué quand on est tout seul dans sa chambre et qu'on reçoit en fait des tonnes et des tonnes d'informations, parfois des informations qui sont violentes, des images aussi, ce genre de choses-là. Et c'est pour ça que je dis qu'ils se prennent un petit peu l'expérience que moi j'ai pris, mais puissance 10, et puissance 10, j'exagère pardon, à peine. C'est Oui. beaucoup plus en réalité. Et vous disiez, par exemple, que vous aviez emmené, je crois, dans la semaine des jeunes de Sarcelles ou de banlieue nord. C'est la première fois qu'ils allaient à Paris, qu'ils découvraient une cave, qu'ils avaient,
connaissaient pas la cuisine française. Enfin, c'est quelque chose d'assez... Oui, c'est une anecdote, mais ça dit beaucoup. clairement. Oui. Bah, c'est des jeunes en fait que j'ai accompagnés en stage, donc qui sont venus, je les ai accompagnés dans des restaurants qui se trouvent rue du Bac, Oui. donc Saint-Germain-des-Prés. Oui. Et donc ils étaient assez surpris, ils étaient quasiment jamais venus à Paris parce que enfin ils prennent pas trop le métro ou le RER à cet âge-là. Donc déjà très surpris de découvrir ce quartier. Enfin l'un d'eux m'a dit enfin, on est toujours en France. Je dis oui, c'est ta capitale, c'est ta ville, t'es toujours chez toi. Et en fait, en entrant dans le restaurant, l'un des restaurants qui a eu la gentillesse en fait de les accueillir en stage, donc c'était pendant 3 jours pour découvrir un peu le monde professionnel. Oui. Donc il a une cave qui est visible en fait en entrant dans le restaurant et en fait le gamin était vraiment surpris. Il se demandait un peu ce que c'était, pourquoi c'était là, etc. Et en voyant la carte aussi du restaurant, bah, il découvrait des plats, bœuf bourguignon, filet de hareng, toutes ces choses-là, en fait, qu'il ne connaissait pas, dont il n'avait jamais entendu parler. Oui. Et ça l'a énormément intéressé, ça a nourri aussi son vocabulaire. Il a appris aussi comment on faisait ses plats, comment en fait ces ingrédients étaient sélectionnés. Il a entendu parler du terroir, de toutes ces choses-là. Et c'est des gamins en fait qui sont nés en France. Oui. Et donc, à un moment, si on leur demande d'aimer cette culture et de s'y inscrire, bah, il faut déjà leur donner accès à cette culture. Complètement, oui, c'est très intéressant. Alors, je vais vous poser une dernière question une avant-dernière question qui n'est pas du tout facile, mais justement un peu à une époque où montent un peu les discours intégristes, radicaux, extrémistes. Que faire un petit peu, pour reprendre un peu cette question de Lénine, que faire pour essayer de parvenir à un contrat social plus apaisé dans ce contexte un petit peu d'interculturalité? S'investir. Oui. Enfin, moi, je vois environ 1500 élèves par an. Oui. Donc, je propose à des professionnels, donc, qui sont en vérité des adultes, de venir avec moi dans certains quartiers, de rencontrer ces élèves, de discuter. C'est pour ça que je crée ces jeux de société. Et en fait, il n'y a pas de secret. Si vous voulez accompagner quelqu'un, quel que soit l'âge, quelle que soit sa situation sociale, économique, etc., il faut passer du temps avec. Ouais. Et donc, c'est pas en imaginant des discours, des campagnes ou ce genre de choses-là, comme parfois, en fait, certains politiques font avec des espèces de solutions toutes faites qui tiennent en une interview, que les choses, en fait, s'arrangent et se font. C'est en s'investissant, en allant sur le terrain, en amenant ces jeunes-là, par exemple, sur notre terrain aussi à nous, rencontrant d'autres personnes. Et je travaille sur le stage d'observation qui est en fait une expérience assez incroyable quand on y réfléchit. Oui. C'est pendant une semaine, en fait, les populations se rencontrent, les classes sociales, les territoires. Ça n'arrive jamais en France. C'est une semaine qu'on prend souvent un petit peu à la légère, mais qui en vérité est extrêmement riche quand elle est bien faite. Et finalement, il faut s'investir, tout simplement. Ouais. Et c'est très beau ce discours qui met l'accent sur le dialogue, l'ouverture, la relation humaine, à une heure où on est plus dans une logique de combat que de débat, de polarisation de l'espace public. Et je crois que là, vous réhabilitez tout le sens de l'humain, qui est aussi imprégné d'amour finalement aussi dans la relation humaine. C'est ça aussi qui permet la transformation et la pacification. Clairement. Et justement, si on devait prendre un mot un peu pour synthétiser un petit peu notre échange qui arrive à son terme, quel mot vous utiliseriez? Je dirais relier. Oui. Relier, faire le lien. Et moi, c'est ce qui m'anime personnellement et c'est vrai que c'est ce qui me nourrit. Et quand c'est bien fait, et parfois ça prend du temps à être bien fait, dans nos relations personnelles, dans nos relations en fait avec l'inconnu. Enfin, je viens dans cette école, je ne savais pas qu'elle existait avant. Oui. Parce que bon, comme vous avez compris, en fait, mon cursus scolaire a été assez famélique. Et finalement, faire le lien, vous rencontrer les personnes qui nous accueillent, celles que vous ne connaissez pas encore, c'est ce qui fait une société. Et c'est intéressant parce que c'est ce qui demande d'aller au-delà en fait de nous-mêmes, de ce qu'on a l'impression d'être. Je m'en rends compte en allant par exemple à la mosquée, en allant en Inde, en allant sur l'île de la Réunion pendant 2 ans alors que je n'ai jamais été sur une île. Et toutes ces choses-là, et finalement, c'est ce qui m'intéresse. C'est vraiment faire le lien. Oui. Eh bien, effectivement, c'est une très belle parole, s'ouvrir, s'investir, prendre du temps, créer du lien pour faire émerger un contrat social plus pacifié. Je trouve que ce sont des très belles paroles. Et je vous propose de nous en tenir là pour cet entretien. Et je tiens vraiment à vous remercier, Omar, pour ces paroles qui ont été très, très revigorantes. Merci beaucoup. Merci à vous et merci à toute l'équipe. Merci. Développer, le podcast des humanités, vous a été présenté par l'ESCE, la Grande École du Commerce Extérieur et le groupe Omnes Éducation.